chers maîtres, amis et collègues, c'est un grand honneur et énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du 47e congrès de notre Société savante. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Je remercie aussi tous les membres de bureau pour les efforts fournis pour l'organisation de cet événement. Et je suis ravie de commodérer cette première session des congrès avec mon cher ami Dr Islam. Alors, nous avons comme programme 3 communications orales et 2 conférences. Et sans trop tarder, je donne la parole au premier orateur, professeur Abaïno, qui va nous éclairer sur les clés de l'interprétation de CGM. À vous la parole, cher ami. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, avant de commencer ma présentation, j'aimerais d'abord remercier le comité d'organisation de la SMEDIAN pour cette organisation et de m'avoir confié également un sujet qui est un sujet d'actualité. Et je souhaite la bienvenue pour les gens qui ne sont pas de Marrakech. Donc, sans tarder, on va commencer notre présentation en suivant l'agenda suivant. Donc, on va commencer par un bref historique des CGM. On va essayer de comparer donc, la surveillance continue de glycémie par rapport à la fois à la surveillance glycémique capillaire, mais également à l'hémoglobine glyquée. On verra les différents types et indications des CGM en se basant bien évidemment sur les recommandations des sociétés savantes. Puis donc, on va attaquer le chapitre des clés d'interprétation des données du CGM avant de conclure par les limites des CGM. Donc, vous savez tous que le premier CGM professionnel a été approuvé par la FDA en 1999. À partir de cette date, il y a eu beaucoup de travaux et de recherches dans le sens de simplifier la tâche aux praticiens dans le cadre de l'interprétation des données de CGM. Et en 2013, il y a eu la première proposition du premier rapport HGP pour essayer d'interpréter les données du CGM. En 2017, il y a eu une mise à jour donc, concernant ces recommandations en se basant sur un consensus international qui avait validé 14 paramètres. Puis par la suite, en 2019, il y avait également donc, un changement. Et cette fois-ci, les sociétés savantes elles ont gardé 10 paramètres sur lesquels on se base pour interpréter les données de CGM. Et récemment, en 2023, il y a eu un nouveau consensus dans le sens d'intégrer les données du CGM dans le cadre des essais cliniques et des études prospectives médicales. C'était un consensus de plusieurs sociétés savantes, notamment l'ADA, l'OASD, l'ACE, l'ISPAD, ADCES, IDS et Société japonaise de diabétologie. Donc, il faut savoir qu'à partir de 2020, l'ADA a inclus les données du CGM dans ses recommandations et actuellement, elle exige que les données du CGM soient intégrées dans le cadre d'évaluation de l'équilibre glycémique au moins 2 fois par an. Concernant la différence entre surveillance glycémique capillaire et surveillance glycémique ou bien CGM, surveillance glycémie interstitielle, c'est très important à comprendre parce qu'en fait, ça va impacter notre lecture des données du CGM. Il faut savoir que le CGM mesure la glycémie au niveau interstitiel. Donc, vous savez tous que sur le plan physiologique, il y a un décalage entre le passage de glucose entre le milieu capillaire et le milieu interstitiel. Ce décalage physiologique va impacter en fait la lecture des données du CGM. Il y aura un décalage de temps entre les données ou bien les chiffres affichés sur le CGM et les chiffres affichés sur le glucomètre.
Et ce décalage est estimé en cas de baisse glycémique de l'ordre de 6 minutes. En cas d'augmentation de la glycémie, il peut aller jusqu'à 10 minutes. Pour le capteur le plus utilisé donc, dans notre contexte, le freestyle libre, ce décalage est de l'ordre de 4,5 plus ou moins 4,8 minutes donc, en termes de décalage horaire, c'est-à-dire en termes de minutes. Par contre, concernant la valeur de glycémie, en cas d'augmentation, il y aura une différence approximative de 40 mg par décilitre en cas de montée glycémique et de l'ordre de 30 mg par décilitre en cas de baisse de glycémie, et c'est tolérable. Donc à chaque fois, on nous demande, on pose la question par rapport au décalage donc physiologique, il est de l'ordre de 40 mg par décilitre en cas de montée glycémique et de l'ordre de 30 mg par décilitre en cas de baisse glycémie. Donc c'est un paramètre à prendre en considération lors de la lecture des données du CGM. Donc un autre volet de comparaison entre CGM et glycémie capillaire, c'est que la glycémie capillaire, malheureusement, il nous donne une image qui est statique. C'est une image qui est statique à un moment T. Par contre, quand on met un CGM, il nous donne une image qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus parlante. Donc on peut également prendre le cas d'un cycle glycémique, par exemple. C'est le même cas. Donc on a pris un patient, on lui a demandé de faire un cycle glycémique, par exemple, et vous voyez que là, il y a 4 glycémies capillaires qui sont plus ou moins dans les objectifs. On a pris le même patient, on a mis un CGM, et on a eu la surprise d'avoir des excursions glycémiques et des hypoglycémies fréquentes qui ont frôlé l'hypoglycémie sévère. Moralité, donc, la surveillance glycémique capillaire, malheureusement, nous donne une image qui est partielle et qui est partiale. Donc, à ne pas oublier qu'il y a des interférences entre les CGM et la glycémie interstitielle et certains médicaments ou bien produits, notamment le paracétamol, la vitamine C, l'ibuprofène. Mais actuellement, avec les nouvelles générations de CGM, on n'a plus ce souci. Qu'en est-il par rapport à la glycémie, à la comparaison entre CGM et hémoglobine glyquée? Vous savez bien évidemment que l'hémoglobine glyquée, malheureusement, c'est une moyenne. C'est une moyenne qui nous donne une fausse image d'équilibre glycémique. Par exemple, chez 3 patients, on a pris 3 patients. Donc, vous constatez qu'ils ont le même chiffre d'HbA1c, 7% pour les 3 patients. Mais quand on met un CGM, on découvre que les profils glycémiques sont très, très, très différents. Donc, on peut comparer cette hémoglobine glyquée à un bulletin. Donc, l'élève a eu la moyenne, mais quand on rentre dans les détails, donc on constate qu'il y a des notes qui ne sont pas, donc qu'il y a des modules qu'il n'a pas validés. Donc, d'autres soucis avec l'hémoglobine glyquée, on peut citer quelques avantages par rapport à l'hémoglobine glyquée, c'est qu'elle est accessible, bien évidemment, elle est moins chère, elle prévoit les complications micro- et macro-angiopathiques, et actuellement, jusqu'à maintenant, elle est le gold standard en termes de décision thérapeutique dans notre pratique courante. Mais il faut savoir que l'hémoglobine glyquée, malheureusement, nous donne une mesure de glycémie qui est approximative, ce n'est pas très précis, et également, il ne donne pas d'idée sur la variabilité glycémique. C'est un paramètre actuellement qui fait couler beaucoup d'encre. On verra par la suite les différents paramètres de variabilité glycémique. Et également, donc, il ne reflète pas l'hypoglycémie. Et comme vous savez tous, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on ne pourra pas se baser sur l'hémoglobine glyquée pour une prise de décision. Donc, quels sont les types du CGM? On peut mettre 3 catégories de CGM, à savoir le CGM professionnel, donc rétrospectif. Avant 2020, dans notre service de l'hôpital militaire de Marrakech, on utilisait l'IPRO 2. Et à partir de 2020, on a eu le Guardian Connect. Et il faut savoir également qu'il y a ce qu'on appelle le Real-Time CGM, CGM en temps réel. Et actuellement, on parle également de ICGM, c'est-à-dire CGM intégré dans un système de boucle fermée. Et la tendance actuelle, c'est ça, donc c'est d'intégrer les différents CGM dans un système de boucle fermée. Il y a le Flash CGM comme 3e type, ou bien l'IIS CGM, CGM avec scan intermittent. Le plus connu et le plus célèbre, c'est le fameux Freestyle libre. Mais actuellement, avec la nouvelle mise à jour, on peut le considérer également comme un real-time CGM parce qu'on n'a plus besoin de scanner. Donc, pour les grands types de CGM, surtout les grandes sociétés, donc, il y a la société Medtronic. Heureusement qu'on a un représentant de la société Medtronic au Maroc. Il commercialise différents donc, CGM. Le dernier, c'est le Guardian 4. Donc, actuellement, au Maroc, on n'a que le Guardian 3, qui est intégré dans un système de boucle fermée avec la 780G. Mais probablement, l'année prochaine, on aura le Guardian 4 et le Simplair. Pour la société Abbott, donc, elle commercialise le Freestyle Libre 2 et 3.
Malheureusement, on n'a pas de représentant au niveau du Maroc, mais il est largement utilisé. Et souvent, c'est un dispositif qui est importé. Nous, au niveau de l'hôpital militaire, on a la chance d'avoir un circuit au niveau de la mutuelle des phares qui importe donc des dispositifs ou bien des CGM type Freestyle Libre 2, une quantité de 6 mois à renouveler chaque fois jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour le Dexcom, malheureusement également, on n'a pas le Dexcom au Maroc, c'est importé de l'étranger. Et puis donc en termes de comparaison, c'est des dispositifs qui sont pertinents. Et le fameux MARD, c'est le paramètre sur lequel on se base pour comparer donc la pertinence et la précision des différents capteurs. Actuellement, la FDA exige un MARD inférieur à 10%, mais la grande partie des capteurs actuels donc, respectent ce paramètre. C'est un paramètre de précision du capteur et la différence relative absolue moyenne, généralement, c'est moins de 10%. Il y a d'autres paramètres de comparaison, notamment la durée d'enregistrement, bien la durée de vie du capteur. Comme vous savez, le Freestyle Libre 2, c'est de l'ordre de 14 jours. Le Guardian 3 et 4, c'est 7 jours. Le Dexcom, c'est 10 jours. Et actuellement, on a tendance à essayer de prolonger cette durée de vie pour, donc, dans le cadre de la concurrence. Et puis, donc, un autre paramètre, c'est le besoin en calibration. Le besoin en calibration avec le Freestyle Libre actuellement et le Dexcom, on n'a plus besoin de calibrer. Mais avec le capteur Guardian 3, on a toujours besoin de calibrer 2 fois par jour, toutes les 12 heures. Et puis le Guardian 3, le Guardian 4, on a besoin de calibrer à la première mise en place. Donc le Guardian 4, probablement, on l'aura en 2025. Puis donc l'Iversense, juste pour information, c'est un CGM qui est implanté. Donc la durée d'enregistrement ou bien la durée de vie peut aller de 6 mois à 1 an. Actuellement, il y a l'Iversense E369 qui peut durer jusqu'à 1 an, mais c'est implantable. Dans notre contexte marocain, c'est vrai qu'on a Eramidic, le représentant de Medtronic, qui commercialise les différents capteurs de Guardian, en attendant bien évidemment le Guardian 4 et le Simplera. On a le Freestyle Libre qui est importé, mais il n'y a pas malheureusement de société qui représente ce capteur au niveau national. Et puis récemment, on a eu donc la chance d'avoir des capteurs chinois de Medtrom, de Sinocare et de Sibionics. Donc, concernant les indications des CGM, vous allez constater que les sociétés savantes actuellement sont en train d'élargir le spectre des indications. Donc, probablement, donc, on aura donc, des indications pour tous les patients diabétiques. Et actuellement, aux États-Unis, ils ont carrément fabriqué un capteur pour les gens qui ne sont pas diabétiques, qu'on appelle Stelo et qui est en vente libre. Mais nous, on se réfère bien évidemment à notre contexte marocain. Il faut toujours donc se référer à notre contexte. Si, bien évidemment, on peut se permettre d'avoir des CGM pour les diabétiques du type 1 qui sont instables, qui ont des hypoglycémies non ressenties, c'est déjà pas mal. Donc, concernant le chapitre clé d'interprétation, on ne va pas trop tarder donc, concernant cette partie, parce qu'en fait, il y aura une présentation du professeur Amal Moumen concernant des cas cliniques d'interprétation d'HGP, mais juste pour introduction. Donc, les différents paramètres qui sont validés par l'ADA, il y a 10 paramètres. Premier paramètre à respecter, c'est le nombre de jours de port du CGM, en moins 14 jours. Le pourcentage d'activité du CGM, ça doit dépasser les 70% d'activité. Donc le glucose moyen, ici, vous allez constater que l'ADA n'a pas précisé le chiffre parce que ça doit se faire normalement dans le cadre d'individualisation thérapeutique. Et puis le GMI, le fameux GMI qu'on appelait avant l'hémoglobine glyquée estimée, c'est un paramètre qui est également très très important, on verra pourquoi. Le coefficient de variabilité, un paramètre également qui est crucial en termes d'évaluation de la variabilité glycémique. Et l'ADA a fixé un seuil de 36% pour séparer les diabètes stables et instables. Au-dessus de 36%, c'est des diabètes qui sont instables. Au-dessous, c'est des diabètes qui sont stables. Et on peut se permettre parfois, dans des situations où on a un bon équilibre glycémique, de faire baisser ce seuil à 33%. Donc, concernant les plages d'hyper et d'hypoglycémie, donc, il y a la plage d'hyperglycémie niveau 2. Normalement, on ne doit pas dépasser 5% dans cette plage. Plage d'hyperglycémie niveau 1, on ne doit pas dépasser 25% dans cette plage. Le fameux tir, le time in range, entre 70 et 180,
normalement, on doit dépasser 70% dans cette plage pour répondre aux objectifs. Et il y a toujours un deuxième chiffre, au cas où on a des patients qui sont fragiles ou bien âgés, on peut se permettre d'avoir un équilibre glycémique, donc de 50% tir et 50% hyperglycémie. Comme vous savez, cette catégorie de patients la hantise, c'est l'hypoglycémie. Et le TBR, ou bien l'hypoglycémie niveau 1, normalement, on ne doit pas dépasser 4%. Et puis, hypoglycémie niveau 2, moins de 54 mg par décilitre, on doit obligatoirement ne pas dépasser 1%. Donc, le rapport qui a été validé par les sociétés savantes, il doit correspondre à celui-ci. Normalement, on le verra tout à l'heure, donc les différentes parties de l'AGP. Il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, les différents dispositifs n'ont pas tous le même rapport AGP, mais ils doivent obligatoirement répondre aux recommandations. C'est-à-dire tous les paramètres dont on a parlé de l'ADA doivent figurer sur l'AGP des différents dispositifs. C'est très, très important. Donc ici, c'est l'AGP dont on a parlé. La première partie contient les métriques et les cibles, avec une échelle colorimétrique et des statistiques. La deuxième partie, c'est un profil AGP de 14 jours qui correspond à la superposition des différents points de 14 jours. La troisième partie, Daily View, c'est des profils quotidiens dont on aura besoin pour essayer d'expliquer donc, certains phénomènes qu'on constate sur les deux premières parties. Donc vous voyez que c'est un rapport standardisé, organisé en une seule page pour faciliter la tâche à la fois aux praticiens, mais également parfois dans le cadre d'éducation thérapeutique des patients. Ici, c'est un petit mot sur le tir, le time in range. Donc, c'est un paramètre qui est très important. En fait, 70% du tir correspond de façon approximative à 7% d'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Et puis, toute augmentation du tir de 10% correspond en fait à une baisse de 0,5% d'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Et en termes de complications micro-angiopathiques, le fait d'augmenter le tir de 10% permet de faire baisser le risque de microalbuminurie de 40% et de rétinopathie diabétique de 64%. Les recommandations les plus récentes donc, sont faites dans le cadre de l'individualisation thérapeutique. Donc, il faut savoir que les patients diabétiques qui n'ont pas de comorbidité, qui ne sont pas fragiles, on peut se permettre d'exiger un tir de 70%. Mais par contre, des patients, par exemple, qui sont âgés ou qui ont des comorbidités, on peut se permettre d'avoir un tir de 50% et un TBR de 50%. D'accord ? Parce qu'en fait, le risque avec cette catégorie, c'est l'hypoglycémie. Donc l'objectif, c'est d'éviter de façon, donc, le maximum possible de tomber dans l'hypo. Par contre, pour les femmes enceintes qui ont un diabète gestationnel ou bien un diabète de type 2, donc les recommandations donc, exigent d'avoir un tir qui dépasse les 90%. Un petit mot sur le TR, le Time Below Range, juste pour illustrer l'intérêt de ce paramètre. Une étude qui a été faite dans le sens de comparer les différentes approches thérapeutiques du diabète de type 1 avait comparé donc les différents traitements et c'est avéré que sur ce graphique, cette zone grise, c'est la zone qui correspond aux objectifs en termes de TBR selon les ROCO. Donc moins de 4% hypoglycémie niveau 1. Donc cette zone grise, c'est l'objectif. Et vous voyez que la seule approche thérapeutique qui valide l'objectif, c'est la boucle fermée. Mais ce qui est pertinent, ce qui est important, c'est que le fait de mettre un patient sous multi-injection associé à un CGM, il s'approche de l'objectif. Il s'approche de l'objectif, mais surtout, la deuxième figure est beaucoup plus parlante, surtout qu'on a constaté que les multi-injections associées à un real-time CGM a validé l'objectif en termes de TBR niveau 2. C'est très, très important. Donc, moralité, si on met un patient sous basal bolus avec CGM, on gagne beaucoup plus que le fait de le mettre sous CGM associé à une pompe en boucle ouverte, ou bien qui n'est pas en boucle fermée. Donc, un petit mot également sur le coefficient de variation. Il s'est avéré que, malheureusement, le tir, c'est un cas qui a montré que le tir chez ce patient, c'est des tirs qui sont différents. Mais on avait constaté que la variabilité est la même. Donc le fait d'avoir une variabilité similaire chez un patient qui a deux tirs différents nous dit que le tir malheureusement ne permet pas de refléter la variabilité glycémique, d'où l'intérêt de ce paramètre. En termes de variabilité glycémique, j'ai dit à l'introduction qu'en quoi ça fait couler beaucoup d'encre, mais malheureusement c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup d'indices de variabilité glycémique
Et donc, c'est difficile à calculer, et c'est difficile pour nous en consultation, d'où l'intérêt de garder ce coefficient de variation qui est pertinent en termes d'évaluer la variabilité intrajournalière à court terme et de garder le seuil de 36%. On fait toujours dans le cadre du coefficient de variabilité, et c'est avéré que quand on dépasse 36%, la fréquence est élevée d'hypoglycémie sévère. C'est pour ça qu'on a fixé le seuil de 36% pour séparer les diabètes instables et stables. Moins de 27% de coefficient de variation, généralement, il correspond à un profil d'un sujet qui est sain, qui n'est pas diabétique. Zéro risque d'hypoglycémie. Je reviens au GMI, l'indicateur de gestion du glucose. J'ai dit tout à l'heure que c'est un paramètre qu'on appelait avant hémoglobine glyquée estimée. En fait, il indique le taux moyen d'hémoglobine glyquée mesuré bien évidemment au laboratoire, auquel on peut s'attendre dans 2 ou 3 mois par exemple. Donc ça nous permet d'avoir une idée prospective, et l'idéal c'est d'avoir un GMI basé sur des données de 14 jours pour valider ce paramètre. Donc ce GMI également est important dans le cadre de la comparaison avec l'hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire. Déjà, il va pallier faille de l'hémoglobine glyquée dont on a parlé tout à l'heure, mais également chez des patients par exemple, il faut savoir que la différence généralement ne dépasse pas les 0,1% entre GMI et hémoglobine glyquée chez 80% des patients. Mais il y a des facteurs qui vont nous pousser à avoir le GMI dans le cadre d'interprétation, par exemple au cours des périodes de stress. Au cours des périodes de stress ou des cas de régime. Donc, il y aura donc un changement qui est momentané de l'hémoglobine glyquée qui va donc impacter le GMI. Et également chez une catégorie de patients qui sont obligataires, chez qui on va trouver une hémoglobine glyquée mesurée au laboratoire surestimée par rapport au GMI, et puis donc les situations d'anémie et d'hémoglobinopathie. Donc maintenant, je vais parler de 3 paramètres qui sont apparus cette année 2024, qui sont nouveaux, mais qui ne sont pas encore validés par les ROCO et qui ne figurent pas encore sur la GP, mais il faut en parler. Le premier, c'est le time in tight range, le temps dans la cible serrée de 70 à 180 mg par décilitre. Pourquoi on en parle? Parce qu'actuellement, avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles technologies, notamment avec l'élargissement des boucles fermées en diabète de type 1, et on est optimiste, on essaie de serrer l'objectif et d'être plus exigeant en termes d'équilibre glycémique. Mais jusqu'à maintenant, il n'est pas encore validé et ne fait pas encore partie des ROCO, probablement dans le futur proche. Le deuxième paramètre qui est nouveau, c'est le GRI, l'index de risque glycémique. C'est un index qui permet d'avoir donc une idée beaucoup plus globale sur l'hyper et l'hypoglycémie. Donc c'est très récent, donc c'est 330 experts qui ont étudié donc 225 HGP et qui ont permis d'élaborer cette grille. Donc c'est une grille qui va donc de la zone verte jusqu'à la zone rouge foncé, et on peut donc se permettre de localiser donc le patient dans une zone en se basant sur les paramètres d'hypo et d'hyper. Pour être plus concret, donc c'est une étude chez 45 patients diabétiques de type 1. Lors du passage de la boucle ouverte à la boucle fermée, vous allez constater qu'il y a une amélioration statistiquement significative en termes du GRI. Le troisième paramètre qui est nouveau également, c'est le COGI, le Continuous Glucose Monitoring Index. C'est un paramètre composite également qui prend en compte à la fois le TIR, le TBR et le coefficient de variation. Ces 3 critères ayant une pondération respective de 50, 35 et 15%. Il est bien évidemment dérivé donc, du TIR, donc on va l'exprimer en pourcentage. Pour illustrer également l'intérêt de ce paramètre, c'est que une étude chez 28 patients diabétiques du type 1, lors du passage d'une boucle ouverte à une boucle fermée, on avait constaté l'amélioration de ce nouveau paramètre, le COGI, de 60 à 75%. C'est une amélioration qui est significative, et si on la compare avec l'amélioration du TIR, le passage de 33 à 38% n'est pas vraiment parlant. Pourquoi le COGI est beaucoup plus parlant que le TIR? Parce qu'il prend en considération à la fois la réduction du TBR et du coefficient de variation. Je passe rapidement donc, sur le reste du profil HGP. Donc, réflexe, toujours guetter l'hypoglycémie. Première chose à guetter, donc à chercher, c'est l'hypoglycémie. Donc,
ce graphique va nous permettre d'avoir une idée sur la variabilité glycémique autre que le coefficient de variation. Donc ces pics reflètent la variabilité intrajournalière. Et ces plages, on verra donc que la plage interquartile, qui correspond à 50% des données, va nous donner une idée sur la variabilité qui est due au traitement. Et donc, quand on a cette zone qui est bombée, on est obligé donc d'ajuster le traitement. Quand on a cette zone qui est claire, c'est ce qu'on appelle la plage indécile bombée. Donc là, il faut faire attention. Il faut donc interroger le patient par rapport à ses comportements, ses habitudes. L'idéal qu'on cherche, c'est d'avoir un profil qui est plat, étroit dans la cible, mais c'est difficile d'avoir donc ce profil. Généralement, c'est des patients qui sont soit très bien équilibrés, soit des diabétiques de type 2. Donc, quand on va interpréter la GP, il faut toujours faire une discussion interactive avec le patient sur son mode de vie, le type et les horaires du traitement, la description et explication des différents événements, faire un balisage par rapport aux différents événements pour essayer d'expliquer à chaque fois donc, l'événement et avoir une solution sur le plan clinique. Donc, on va passer rapidement donc, sur ces différentes attitudes thérapeutiques parce qu'en fait, ça va faire partie de la présentation du professeur Amel Moumen. Donc, concernant les daily views, ça nous permet à la fois d'expliquer ce qu'on avait constaté comme statistique sur les 2 premières parties, et également, c'est un support qui est très, très, très important en termes d'éducation thérapeutique. Donc, c'est un support qui est intuitif et qui est visible. Par exemple, on va dire aux patients qu'en quoi il y avait des hypoglycémies à telle heure, comment expliquer ces hypos, voir les différentes ratios insuline-glucides. Également, quand les expulsions glycémiques, on va essayer de les expliquer. Il faut toujours avoir le réflexe de voir les week-ends. Généralement, les patients ils se rappellent des week-ends, ce qui s'est passé, donc comment expliquer ces excursions. Et ne pas hésiter, bien évidemment, si on a une journée qui est équilibrée, qui est dans les objectifs, voir ce qui s'est passé au cours de la journée et encourager le patient. Donc, les limites, on ne va pas trop tarder sur les limites. C'est la première limite, à mon avis, c'est l'inertie des médecins. Il faut essayer de voir les profils de patients qui ont besoin d'un capteur glycémique et essayer donc de proposer la mise sous capteur glycémique, même comme essai, c'est intéressant. Le fait d'essayer un CGM chez un patient, c'est intéressant. Également, ce qui se répète, c'est le décalage entre la vraie glycémie et le glucose interstitiel. C'est également important comme frein. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a besoin de calibration dans certains capteurs. La précision, surtout en cas d'hypoglycémie, c'est très, très important. Et d'ailleurs, il faut toujours faire attention, il faut éduquer le patient par rapport à la glycémie interstitielle. On ne prend jamais de décision en se basant sur la glycémie interstitielle. Quand on a une hypoglycémie, par exemple, ou bien une hyperglycémie, il faut dire au patient qu'on a besoin de prendre une glycémie capillaire pour vérifier avant d'avoir une attitude thérapeutique. Bien évidemment, comme vous savez tous, la disponibilité, le coût élevé, bien évidemment, et le non-remboursement, c'est un frein majeur. Et puis l'absence de standardisation, chaque marque, malheureusement, a son logiciel. Donc, quelques messages à retenir. Les systèmes CGM ont vraiment amélioré la prise en charge et le vécu des patients diabétiques, surtout les diabétiques de type 1. La GP, vous allez le voir au cours de la session des cas cliniques, c'est très, très intéressant comme outil à la fois d'analyse synthétique, mais également de TP, c'est très intéressant. Et puis, comme on a vu l'émergence de nouveaux indices qui sont possiblement des nouvelles cibles d'intérêt dans le futur proche. Et puis, à mon avis, les données du CGM, dorénavant, doivent faire partie du dossier du diabétique, notamment du diabétique de type 1 dans notre contexte marocain. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Aveino, pour votre présentation très riche et très claire. Merci.